Bonjour, merci de vous être connecté si nombreux aujourd'hui sur cette webconférence organisée par Recrute. Merci d'avoir choisi Dell. Alors je me présente, je m'appelle Yassine Akare, je suis consultant en recrutement dans le département des ressources humaines de Dell. Je vous explique comment cette présentation va se dérouler. Donc d'abord, je vais vous parler de Dell en général, puis bien sûr de Dell Casablanca. Et ensuite, je vous expliquerai comment créer un bon CV et comment se préparer pour un entretien. Donc, la vision de Dell. Alors, notre stratégie, elle est très simple. Donc, ce qu'on veut faire, c'est consolider toutes les activités et tous les départements de Dell afin d'aider à la transformation de Dell pour devenir un leader mondial dans l'informatique, mais aussi dans les solutions intégrées. Donc, c'est ce qu'on appelle communément dans le monde de l'IT, le end-to-end solution. Donc, en fait, c'est quoi? C'est au lieu de se contenter de vendre des machines, on va assurer toute la partie solution, donc end-to-end, toute la partie solution qui va tourner autour de ces machines-là. Donc, ça va du serveur storage ou stockage, des solutions cloud, bien sûr la garantie de ces machines-là et de ces serveurs et les sécurités de réseau aussi. Donc, en gros, c'est une infrastructure intelligente qui va gérer de manière unifiée toute la plateforme informatique, tout le parc informatique. Donc, l'un des points aussi les plus importants de notre stratégie, c'est de mettre l'accent sur nos postes clés, que ce soit à Casa ou que ce soit ailleurs, nos postes clés à valeur ajoutée pour promouvoir nos activités et tous nos services dans les pays émergents. Donc, dans la région pays émergents, et je reviendrai sur ce point dans les prochaines slides. Donc, sur cette slide-là, vous voyez deux parties, la case bleue, et sur la droite de votre écran, vous voyez les différents départements de Dell. Donc là, je vais plutôt vous parler de l'importance de la diversité chez Dell. Encore une fois, c'est un point qui est très important, que ce soit à Dell sur un plan global ou Dell Casablanca. Quand je parle de diversité, je parle de diversité d'abord culturelle, diversité de langues, diversité de groupes ethniques, diversité hommes-femmes, et aussi bien sûr la diversité des fonctions. Donc qui dit diversité des fonctions, pardon, dit diversité des profils que nous recrutons. Alors je vais vous donner quelques chiffres sur la gauche de votre écran. Je vais vous donner quelques chiffres qui vont vous donner une idée sur l'environnement de Dell. Donc nous sommes environ 1700 employés, ce qui fait de nous l'un des plus gros sites de la région Europe, Moyen-Orient, Afrique, donc la région EMEA. Nous avons 17 nationalités qui évoluent sur le site de Casablanca. Ceci vous donne un peu une idée sur les langues qu'on entend tous les jours sur les plateaux de Dell. Nous supportons plus de 35 pays, donc les drapeaux que vous voyez sur la droite de votre écran. Donc plus de 35 pays. Bien sûr, il y a la diversité des fonctions aussi, comme je viens de le dire. Donc, on a plusieurs services. Je reviendrai sur ce point-là un peu plus tard. Donc, toute cette diversité-là a fait en sorte que nous avons gagné l'année dernière un award, un prix si vous voulez, un award qu'on appelle le Diversity and Inclusion Award. Donc, c'est un prix qui est interne à Dell, bien sûr, qui a été décerné par Dell à Dell Casablanca en particulier. Donc c'est Dell qui a gagné ce prix-là par rapport aux autres sites de Dell qui se trouvent sur la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a justement cette diversité culturelle, diversité de langue, diversité de nationalités, diversité hommes-femmes, diversité des postes. Ensuite, nous avons aussi gagné cette année un autre prix qui n'a rien à voir avec la diversité cette fois. C'est un prix en fait qui nous récompense pour l'environnement de travail. Ça s'appelle le Great Place to Work Award et on l'a en fait gagné cette année parce que justement à Dell Casablanca on a pu
mettre à disposition de nos employés un environnement qui est plus ou moins relax. C'est-à-dire que, par exemple, à Del Casablanca, nous avons mis à la disposition de nos employés une salle de sport qui est accessible toute la journée. On a aussi, par exemple, une salle de musique. Donc voilà, c'est juste des exemples pour vous donner une idée sur l'état d'esprit de la boîte. Ensuite, donc, la diversité homme-femme qui est très très importante chez nous aussi. Donc, on essaie de rester sur un ratio de 50-50. Ce n'est pas toujours facile, mais on fait de notre mieux, surtout dans un environnement qui est quand même assez dominé par les hommes, donc le monde de l'IT. Donc là, vous voyez des chiffres, par exemple, nous avons 45% de femmes managers, ce qui est vraiment pas mal. Puis, sur les 3 dernières années, nous étions des champions du TEL-DEL. On a reçu de très bons résultats. Alors, qu'est-ce que le TEL-DEL, vous allez me dire? C'est un système qui est mis en place par Dell, donc Dell au niveau monde, pour permettre une fois par mois à tous les employés de noter leur manager. Donc, ça vous dit, ça vous donne une idée sur la flexibilité qu'on a vis-à-vis de nos managers. Donc, on nous donne la possibilité de les noter. Comme ça, on peut donner notre feedback et le manager va prendre ce feedback-là, bien sûr, et peut-être que ça va aider à améliorer son style de management. Donc, voilà. Et ensuite, le point qui vient juste après, c'est la mobilité. Alors, la mobilité interne est un point aussi qui est très, très important chez nous. Ça veut tout simplement dire qu'une personne qui intègre Dell a le choix de changer de département. C'est-à-dire qu'on recrute beaucoup en interne aussi. Là, on a un chiffre, par exemple, 300 jobs ou 300 fonctions qu'on a recrutées sur l'année fiscale 2015. Pardon. Donc, ces personnes-là, elles ont été recrutées en interne, elles ont choisi de changer de poste au sein de Dell même. Donc, je peux vous donner mon exemple. Par exemple, j'ai commencé en tant que commercial chez Dell. Donc, je m'occupais d'un portefeuille client grand compte sur le marché français. Et après, j'ai été intéressé par un autre poste qui est plutôt dans le data management. Donc, c'était toujours lié aux équipes commerciales, mais c'était beaucoup plus technique où je devais m'occuper de l'allocation de ces portefeuilles aux équipes commerciales sur la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Et aujourd'hui, je suis consultant en recrutement. Donc voilà, juste pour vous dire à quel point c'est facile de bouger d'un département à l'autre, donc évolution horizontale. Et c'est quelque chose que nous encourageons énormément. Dell est une société qui est socialement responsable. Donc on a chaque année un budget qui est alloué spécialement aux actions sociales. Par exemple, sur les 3 dernières années, nous avons investi 2,3 millions de dollars sur des actions sociales. Et là, on a un chiffre, 72% de nos employés se portent volontaires pour mettre en place ces actions. Donc maintenant, je vais passer sur la partie droite de l'écran. Vous voyez des cases grises, donc chaque case représente un département de Dell. Donc, je vais vous donner aussi le nombre d'employés par département. Alors, on est quand même environ 1700, donc ça fait beaucoup d'employés. Et donc, ça donne une idée sur le nombre d'équipes aussi qu'on a. Donc, la première case, vous voyez le département Services and Operations, qui est le plus important d'ailleurs, parce qu'on a 900 employés dans ce département-là. Donc, il y a plusieurs activités dedans, plusieurs équipes. Il y a une équipe service après-vente, qui est Customer Care. On a l'équipe Operations. On a l'équipe Solutions. Et par contre, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'anglais est très très important. L'anglais est une langue indispensable sur ce département-là, car c'est la langue de travail. C'est-à-dire c'est la langue qu'on va utiliser tous les jours, c'est la langue qu'on va utiliser pour parler à nos collègues qui ne sont pas forcément basés à Casablanca. Donc c'est des équipes virtuelles qui sont un peu éparpillées sur la région. Quand je dis la région, ça peut être Europe, Moyen-Orient et Afrique, mais ça peut être aussi dans d'autres régions comme l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud. Donc l'anglais est la seule langue qui peut permettre à toutes ces personnes-là de communiquer. Donc là, je vais vous donner une idée sur le profil ou sur les profils que nous recrutons pour ce département-là. C'est des profils, bien sûr, tout d'abord anglophones, donc il faut être à 100% anglophone, donc parler couramment anglais. Et ça peut être des ingénieurs, comme ça peut être des diplômes d'école de commerce. Ça peut être des juniors comme des seniors, tout dépend du poste.
Voilà, on recrute beaucoup aussi des fraîchement diplômés. Quand je dis junior, ça peut être des fraîchement diplômés. Pas besoin vraiment d'avoir une expérience. Bien sûr, il y a des stages toujours avant de recevoir son diplôme, on a toujours passé des stages. Donc, juste pour vous dire que on prête beaucoup d'importance aux fraîchement diplômés aussi. D'ailleurs, la stratégie de Dell nous pousse à le faire. Donc, on vous encourage aussi à recruter des fraîchement diplômés. Donc, on a un chiffre sur cette année, on doit recruter 30% des emplois de Dell doivent être ce qu'on appelle University Relations Employees. Donc, c'est des employés qui vont être c'est des fraîchement diplômés qu'on va former. Et voilà, c'est pour ramener du nouveau sang dans la boîte. Deuxième case, deuxième département, donc la finance. Donc c'est un département aussi qui est très important. On a quand même 110 employés sur ce département-là. Alors pareil, c'est un département qui évolue quand même dans un environnement qui est assez international. On a plusieurs équipes qui travaillent en même temps pour le même résultat. Donc on voit un peu, vous avez une idée sur les nationalités, on voit un drapeau sur la case. Et bien sûr, l'anglais aussi est très très important. Donc, quand je dis très important, bien sûr, indispensable. Là, par contre, on va recruter des employés qui ont plutôt un diplôme, plutôt des gens qui ont des diplômes en finance. Pareil, ça va être des seniors ou des juniors ou des fraîchement diplômés, encore une fois. Tout dépend du poste et du besoin du poste. Ensuite, le département End User Services, donc ça c'est un département qu'on appelle en français le service desk. Là par contre, ça dépend des pays, parce qu'il y a plusieurs pays supportés, et la langue va dépendre du pays qu'on supporte. Donc là, 160 employés, on recrute régulièrement sur ce département-là. Donc c'est un département sur lequel on recrute beaucoup d'ingénieurs, donc c'est des diplômes d'ingénieurs qu'on cherche plutôt sur ce département-là. Ensuite, donc Sales, Inside Sales, ça c'est les commerciaux, donc comme on en a 330, c'est l'un des départements les plus importants de Dell. Donc c'est les gens quand même qui sont en contact direct avec le client. Là pareil, donc pour les langues, ça va être plutôt des gens qui, tout dépend du pays, hein, tout dépend du pays qu'ils supportent. On devra recruter selon ce critère-là. Après, les diplômes, on recherche bien sûr des gens qui ont été diplômés dans des écoles de commerce, mais aussi des gens qui ont eu peut-être pas forcément une formation dans une école de commerce, mais qui ont quand même une petite expérience commerciale. Donc, le dernier département qui est aussi très important, c'est le département Emerging, donc les pays émergents. Alors, vous voyez, il y a marqué META, donc ça, c'est Middle East, Turkey and Africa. Ce département-là, en fait, on va recruter plusieurs types de profils, c'est-à-dire ça peut être des ingénieurs, ça peut être des commerciaux, ça peut être des financiers aussi. Alors, c'est un département qui est en pleine expansion, qui est assez récent, et en fait, c'est une région qui est à fort potentiel. Donc, on met vraiment l'accent sur ce département-là. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de l'importance de la responsabilité sociale. Là, je vais vous donner un peu plus de détails. Alors, nous avons six associations en interne dans le domaine de la responsabilité sociale. Donc, je vais vous expliquer un peu. Vous voyez un peu les logos sur le haut de l'écran. Il y a marqué WISE, TrueAbility, Planet, GenNext, Mosaic et Adelante. Donc, c'est les 6 associations à responsabilité sociale. La WISE est une association en fait qui encourage et qui promeut l'importance de la femme et le rôle de la femme dans le milieu du travail, dans le milieu professionnel. Donc ça, c'est une association qui va organiser des événements en interne pour sensibiliser les gens sur ce sujet-là, et bien sûr en externe. TrueAbility, c'est une association qui prône l'inclusion des personnes à mobilité réduite dans le milieu du travail. Donc pareil, des événements organisés en interne et en externe. D'ailleurs, dernièrement, il y a eu un match de basketball qui a été organisé par TrueAbility, qui a été médiatisé d'ailleurs, pour des personnes à mobilité réduite. Planet est plutôt une association qui est dans l'environnemental, donc ils vont organiser des événements comme par exemple
la collecte d'ordures sur les plages. GenNext est une association qui représente la génération Y. Donc c'est une association qui travaille en collaboration avec nous. Quand je dis nous, c'est l'équipe recrutement. En fait, ils accompagnent les nouvelles recrues en leur faisant des formations et en organisant des compétitions, par exemple, pour développer l'esprit d'entrepreneuriat. Donc GenNext est une association avec laquelle on travaille énormément. Ils vont aussi avec nous dans les job fairs. Mosaïque. Alors Mosaïque est une association, plutôt un club, qui représente les différentes cultures de Dell. Donc culture, qui dit culture dit langue, culture ethnique, origine, nationalité. Donc c'est une sorte de club qui va organiser par exemple des événements pour mettre en avant un pays par exemple. Adelante est une association qui a été créée au début à la base pour les hispanophones, mais après ça a évolué. Donc maintenant c'est plutôt une association pour les hispanophones, italophones et néerlandophones. Et n'importe quel employé de Dell peut aller les voir pour prendre des cours par exemple, pour connaître la culture. Donc là je vais vous donner un peu des chiffres pour mieux comprendre cet environnement-là. Donc 5% des employés de Dell sont engagés dans ces associations-là. Donc deux nouvelles associations qui ont été créées, donc c'est Mosaïque et Adelante. Ensuite, donc plus de 300 employés qui participent sur les événements internes et plus de 38 événements qui ont été organisés sur cette année-là. Il y a 6 associations nationales qui sont soutenues par les associations internes de Dell. Je vais en citer 2, Injazz et SID. Et bien sûr, on a eu aussi des événements externes, on a eu plus de 5. Voilà. Alors, quand nous recrutons un employé chez Dell, on veut que cet employé-là se dise qu'il est bien payé. Donc, on a une équipe qui est spécialisée dans ce domaine-là, ce qu'on appelle l'équipe Compensation and Benefits. Donc, ils travaillent en collaboration avec des cabinets de renom pour avoir les dernières datas du marché, et comme ça, on peut être sûr d'être en phase avec le marché et de faire les meilleures propositions à nos employés. On veut que notre employé aussi se dise qu'il a des opportunités, et là, je vais revenir sur la mobilité interne. Donc, tous les employés de Dell peuvent choisir d'avoir, on a un programme qui s'appelle TechMentor. C'est un programme ou plutôt un outil qui est accessible par tous les employés et par leur manager. Donc c'est en fait, on peut choisir d'avoir un mentor ou un coach, et le coach peut faire pareil aussi. Il peut s'inscrire pour proposer ses services à un employé qui veut par exemple développer des compétences en particulier. Donc, pour bouger en interne, pour évoluer en interne de manière horizontale, il faut juste le vouloir. Donc, on a ce système-là de coaching et de mentoring, et aussi il faut être toujours à l'affût des ouvertures de postes. Il faut aussi être très curieux, aller voir les équipes qu'on ne connaît pas, faire des sessions de side-by-side, se poser avec les gens, prendre le maximum d'informations et se préparer. Donc, par exemple, on peut faire ça sur une longue durée, par exemple, je dis n'importe quoi, sur 6 mois, et se préparer pour une éventuelle ouverture. Une fois qu'il y a une ouverture de poste, on va passer un entretien comme tout le monde, et normalement, on doit avoir tous les éléments pour réussir à décrocher ce poste. Ensuite, on veut que nos employés se disent qu'ils sont bien traités. Alors, nous avons une politique de ce qu'on appelle la Open Door Policy, c'est-à-dire une politique où les employés peuvent aller voir leur manager comme bon leur semble. Ils peuvent choisir d'avoir par exemple des meetings hebdomadaires. Bien sûr, tout dépend de la disponibilité de leur manager. On a aussi des outils RH qui sont accessibles par les employés, par les managers, donc ils ont la même visibilité. Donc, vous donner une idée sur la transparence. Pour, par exemple, des outils qu'ils vont utiliser, par exemple, pour ouvrir un ticket, pour remonter un point, par exemple, qui leur semble sensible, ou, par exemple, des questionnements qu'ils ont et qui veulent, par exemple, avoir des réponses des ressources humaines.
On a aussi un point qui est très important, on a une ligne téléphonique qui s'appelle Well at Dell pour tous les employés, qui est disponible pour tous les employés de Dell. Donc on peut appeler à n'importe quel moment, on choisit la langue qui nous convient, donc c'est français, anglais ou arabe, et en fait au bout du fil, nous allons avoir un psychologue. On appelle pour parler de nos problèmes professionnels, mais aussi de nos problèmes personnels. Donc, on veut aussi que nos employés se disent qu'ils sont fiers de travailler chez Dell. Donc, c'est pour ça qu'on fait notre maximum pour être leader dans le domaine de l'informatique. Donc, on est déjà classé parmi les meilleures boîtes dans le domaine de l'IT. On est une société qui est très impliquée socialement aussi, comme je viens de le dire à l'instant. Et on veut que nos employés se disent aussi qu'ils évoluent dans un environnement qui est flexible. La flexibilité, par exemple, un manager qui donne la chance à ses employés de prendre par exemple une demi-journée pour par exemple pour une formation. Donc des gens qui veulent être formés en parallèle, il n'y a pas de problème. Il y a aussi des managers aussi qui vont par exemple donner la chance aux mamans par exemple de déposer leurs enfants à l'école et d'arriver un peu plus tard que les autres employés. Donc c'est ce type de flexibilité-là. On veut aussi que nos employés se disent qu'ils ont un bon manager. Donc en fait, là je vais reprendre encore une fois le fameux Dell dont je parlais tout à l'heure, le fait de pouvoir tester son manager, ou plutôt noter son manager. C'est une manière aussi de choisir son manager si vous voulez. Ok, donc tout à l'heure, comme j'ai expliqué le déroulement de la présentation, je vous ai dit qu'on allait passer sur une partie où on allait parler de comment préparer un CV et comment se préparer pour un entretien. Alors ça peut être intéressant pour les juniors, donc 5 à 10 ans d'expérience, mais ça peut aussi être très intéressant pour des profils plutôt expérimentés, donc pour des seniors, disons de 5 à 15 ans d'expérience, qui n'ont peut-être pas toujours eu l'occasion de changer de poste ou de changer de métier. Alors tout d'abord, on va commencer par qu'est-ce qu'un CV? Donc le curriculum vitae est un document qui renseigne l'employeur sur votre expérience professionnelle, vos études et vos compétences. Donc, avant de rédiger votre curriculum vitae, vous pouvez remplir un inventaire des compétences afin de savoir quelles sont les compétences que vous pouvez offrir à l'employeur. Il faut tout simplement se connaître soi-même. Il faut dresser la liste des compétences que vous devez mettre en avant pour vendre votre propre profil. Les renseignements importants, alors bien sûr, renseignements personnels, le nom de famille, le prénom, les coordonnées. Très important parce que ça nous arrive de recevoir des CV sans adresse mail par exemple. Études, alors c'est la liste de vos diplômes, bien sûr, incluant les diplômes en commençant par le plus récent. Alors pour les juniors, il est préférable de mettre les études d'abord et l'expérience professionnelle après parce que peut-être que pour les fraîchement diplômés, ils n'ont pas encore eu d'expérience professionnelle ou peut-être que des stages. Donc pour les juniors, moi je propose de mettre les études d'abord et peut-être de mettre aussi en valeur quelques cours qui sont en liaison directe avec le poste qui les intéresse. Ça peut être intéressant pour le recruteur. Sur la partie compétences et expérience, alors limitez-vous aux 5 fonctions les plus importantes. Faut pas que ça soit très long non plus. Et voilà, ça c'est plutôt pour les juniors, mais pour les seniors, plutôt mettre la partie expérience professionnelle et la partie études après. Donc à la fin, autre renseignement, donc les objectifs de carrière, réalisation, intérêt, hobby, langue. Il y a des gens qui vont dire que cette partie-là n'est pas très importante, mais moi personnellement, je trouve que c'est une partie qui est importante parce que ça peut dire beaucoup de choses sur la personne, sur la personnalité du candidat. Alors là, je vais vous donner juste quelques exemples, des compétences que vous pouvez mettre sur la partie expérience professionnelle. Donc, être créatif, par exemple, gérer des conflits, résoudre des problèmes, conseiller les gens, savoir écouter attentivement, négociation,
prise d'initiative, organisation des réunions, des activités sociales, superviser d'autres personnes pour montrer votre leadership, résoudre des problèmes. Voilà, donc, et ensuite, les 9 conseils fondamentaux pour la rédaction d'un CV. Donc, c'est des conseils qu'il faut prendre à la lettre. Alors, adaptez votre CV. C'est très important d'adapter votre CV. Chaque poste est différent. Donc, chaque CV doit aller avec le poste. Comme je viens de le dire, une personne, par exemple, junior, fraîchement diplômée, peut mettre, par exemple, des cours en avant qu'elle a pu avoir pendant sa formation qui sont liés au poste. Par exemple, un poste par exemple, de data management, mettre en avant, par exemple, les cours de statistiques peut vraiment servir. Répartissez l'information. Alors, répartir l'information, mettez des titres, veillez à ce que ça soit très lisible. Donc, si votre document contient beaucoup d'informations, créez des sections des en-têtes précises. C'est-à-dire que si c'est trop encombré, le recruteur aura du mal à lire le CV. Et donc, peut-être qu'il passera sur un autre CV et ça vous donnera une chance en moins. Utilisez des mots d'action. Donc, au lieu d'utiliser des mots comme « je », restez plutôt sur des mots d'action comme « réalisation », par exemple, ou parce que le « je » fait toujours un peu prétentieux. Relisez-vous. Alors, ne vous fiez pas aveuglément au correcteur d'orthographe. C'est très important, une erreur d'orthographe peut en dire long sur une personne. Et le point numéro 5 d'ailleurs, refaites ce qui est indiqué au point numéro 4. C'est très important de se relire. Donc, quitte à vous faire relire par quelqu'un d'autre ou par plusieurs personnes avant d'envoyer votre CV. Donc, refaites ce qui est indiqué. Pardon. Point numéro 6, soignez la présentation. Votre CV doit paraître organisé. Utilisez papier blanc, une police de caractère facile comme Times New Roman. C'est des polices que nous vous conseillons. Et Arial. Donc, 7e point, soyez concis. Essayez de garder une seule page. Surtout pour les juniors, je vous conseille de garder une seule page. 2 pages, ce n'est pas crédible. Pour des seniors, peut-être qu'on peut accepter au-delà d'une seule page, mais pour des juniors, il faut toujours essayer de garder une seule page. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire. Les 5 points essentiels, ou 5 fonctions essentielles sur un poste, gardez-les sur chaque expérience. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir un CV qui est encombré. Point numéro 8, soyez honnête. Ce n'est jamais une bonne idée de mentir dans votre CV. Beaucoup de gens qui finissent par perdre leur emploi parce qu'on peut dire découvre la vérité. Alors moi, au lieu de dire ce n'est jamais une bonne idée de mentir, je vais tout simplement vous dire dans l'absolu, il ne faut pas mentir, tout simplement. Alors, le point numéro 9, soyez professionnel. N'ajoutez pas donc de ornements inutiles, par exemple en utilisant du papier tape à l'œil ou en insérant une photo de vous non professionnel. Encore une fois, la photo est optionnelle. Il y a des gens qui n'aiment pas mettre leur photo sur un CV, on le comprend, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous optez pour la photo, veillez à ce que celle-ci soit professionnelle. Donc, tenue vestimentaire correcte, professionnelle, et avec un fond plutôt de préférence de couleur unie. Évitez les fonds un peu coloriés. Maintenant, nous allons passer sur la partie comment se préparer pour un entretien. Alors, avant l'entretien, d'abord il faut se renseigner sur la société. Alors, vous n'allez pas aller passer un entretien si vous ne connaissez rien du tout sur la société. Alors, que fait l'organisation? C'est les questions que vous devez vous poser. Hein. Ça vous permettra déjà de préparer les réponses qui vont être posées par les recruteurs. Donc, que fait l'organisation? Quelles sont les tâches liées au poste que vous désirez? Quelles compétences sont nécessaires pour occuper le poste? Quelles sont les compétences recherchées par l'employeur? Qui sont les clients de l'entreprise? Quelle est la réputation de l'employeur? Donc, en faisant cet exercice, vous allez quand même gagner beaucoup de temps parce que vous allez déjà avoir des réponses prêtes. Ensuite, préparez des réponses aux questions types. Les questions types vont toujours être posées par les recruteurs. D'abord, présentez-vous. C'est la fameuse question que tous les recruteurs vont vous poser au début de l'entretien. Alors, entre parenthèses, il y a marqué Elevator Pitch, ce qui est connu aussi en français comme l'argumentaire éclair. Donc, Elevator Pitch, c'est quoi? C'est une manière, c'est un exercice que vous devez faire avant d'aller vous présenter à un entretien. Il faut en fait essayer de vous présenter en très peu de temps, quelques minutes, essayer de mettre en avant les meilleures compétences que vous avez. Et pourquoi ça s'appelle Elevator Pitch, donc ascenseur en anglais? Pourquoi? Parce que il faut se dire que
il faut s'imaginer dans un ascenseur, vous avez 2 ou 3 étages, vous êtes avec le PDG de la boîte dans laquelle vous avez toujours rêvé de travailler, et là, vous devez vous présenter. Vous devez laisser une bonne impression et donner les meilleures compétences que vous avez. Donc voilà, c'est un exercice qu'il faut faire à la maison avant d'aller passer un entretien. Ça vous permet de vous présenter en quelques mots et de manière efficace. Quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts? Donc la fameuse question force et faiblesse. Pour répondre à cette question-là, ne jamais s'arrêter à un mot, plutôt donner des exemples. Toujours donner un exemple. Pour ce qui est des forces, vous dites par exemple, je suis quelqu'un par exemple qui peut résoudre des problèmes facilement, et vous donnez un exemple. Que ce soit sur un exemple au milieu professionnel ou pas, parce qu'on peut être aussi fraîchement diplômé sans avoir forcément d'expérience professionnelle. Et pour les faiblesses, ou ce que j'appelle plutôt appeler les points à améliorer, essayez toujours de parler dans le passé. Dites, j'étais par exemple, et voilà ce que j'ai mis en place comme action pour dépasser ça. Pourquoi avez-vous postulé? Bien sûr, les questions évidentes. Pourquoi voulez-vous ce poste? Quelles sont vos motivations pour ce poste? Pourquoi devrions-nous vous recruter? Donc, de manière à vous démarquer pour sortir du lot. Alors, pendant l'entretien, soyez muni d'un CV imprimé. Un CV, c'est le minimum. Hein. Après, vous pouvez avoir plusieurs CV. Et moi, je vous conseille d'avoir quand même plus d'un CV parce que généralement, il n'y a pas un seul recruteur. Vous pouvez être en face de plusieurs personnes. Donc, essayez de préparer plusieurs copies du CV pour ces gens-là. Être professionnel, donc bonne présentation physique. Qui dit bonne présentation physique, donc tenue vestimentaire, bonne posture, sourire. Le sourire, ça ne coûte rien. C'est, comme on dit en anglais, a simple smile takes you the extra mile. Donc c'est juste pour vous dire à quel point c'est important de sourire aussi. Parfaite élocution, donc essayez de garder un ton qui n'est pas très fort et qui n'est pas effacé non plus. Donc soyez naturel, il faut juste être naturel. Prenez le temps de répondre aux questions. Alors là, ça veut juste dire qu'il faut avoir le sens de l'écoute. Ça prouve aussi aux recruteurs que vous avez le sens de l'écoute. Il faut écouter la question et prendre le temps de répondre. Ne répondez pas du tac au tac parce que vous pouvez répondre à côté. Poser des questions à l'employeur, c'est très important parce que ça laisse quand même une bonne impression chez le recruteur. En fait, c'est pour montrer juste votre intérêt. Donc des questions comme comment l'organisation est-elle structurée, de quelle façon mon rôle contribuera-t-il au travail de l'organisation, à quoi ressemble une journée typique d'une personne qui occupe ce poste, comment ce poste me permettra-t-il d'apprendre et d'évoluer, comment prévoyez-vous prendre la décision d'embaucher quelqu'un pour ce poste. Donc c'est des questions qu'il faut poser à la fin. Il y en a d'autres, vous pouvez penser à d'autres questions, mais juste pour montrer aux recruteurs que vous êtes vraiment intéressé par le poste. Pardon. Alors après l'entretien, même si l'entretien est fini, bien sûr le process n'est pas encore fini, il faut faire le point sur la façon dont les choses se sont déroulées, c'est-à-dire qu'il faut se poser après l'entretien et faire une sorte d'autocritique. Donc se dire, voilà ce que j'ai bien fait pendant l'entretien, voilà ce que je n'ai pas bien fait pendant l'entretien, et donc ça va être votre propre opinion. Et ce qui serait intéressant, c'est d'avoir aussi l'opinion du recruteur. Si jamais vous n'êtes pas pris, par exemple, sur le poste, ou même si vous êtes pris, c'est toujours bon d'avoir un feedback du recruteur pour comparer à l'impression que vous avez eue après l'entretien. Donc, faire un suivi de votre candidature auprès de la société, et à marquer en bas, attention, n'en faites pas trop. Il ne faut pas vraiment en faire trop, il ne faut pas harceler le recruteur, parce qu'il faut se dire que vous avez passé un entretien, mais il y a d'autres personnes qui sont en train de passer des entretiens. Donc, il faut attendre que le processus de recrutement soit fini pour que vous puissiez avoir un feedback. Si vous êtes le premier à passer l'entretien, il va falloir attendre que les autres candidats finissent. Et après, vous aurez votre feedback. Donc, le feedback que vous allez recevoir est aussi très important parce que ça vous permettra de voir, comme je viens de le dire, la différence entre votre autocritique et celle du recruteur. Et ça vous permettra aussi de travailler sur des points des points améliorés. Si vous ne recevez pas d'offre d'emploi, pensez à demander la rétroaction sur le déroulement de votre entrevue et sur les points à améliorer. Voilà, donc ça rejoint la même idée. C'est très important, c'est votre droit, il faut toujours demander votre feedback.
Donc, même si vous n'avez pas décroché l'emploi, ne vous découragez pas. Plus vous passerez d'entretien, plus vous devrez en être à l'aise. Donc, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut juste passer maximum d'entretiens pour que vous puissiez être à l'aise. Alors là, on va parler plutôt de la partie réseaux sociaux qui devient de plus en plus importante dans notre ère. LinkedIn, pour ceux qui l'ont, c'est parfait. Pour ceux qui ne sont pas encore sur LinkedIn, parce qu'il y a beaucoup de candidats, on en rencontre qui ne sont pas sur LinkedIn, je vous conseille vivement de créer votre profil rapidement. Donc c'est quand même un outil qui est très utile pour les recruteurs, mais qui est aussi très utile pour les candidats qui sont à la recherche. Donc je vais rapidement vous expliquer un peu ce que c'est. Donc LinkedIn, ça marche comme Facebook, c'est un Facebook professionnel, c'est comme ça que j'aime l'appeler. Donc au début, vous avez une photo, votre nom, c'est exactement comme un CV, donc le titre, le job que vous occupez actuellement. Pour ceux qui sont à la recherche, il faut le mettre aussi, bien en évidence. Donc ça, c'est au début, c'est un résumé du profil. Et ensuite, donc la photo, qu'il faut vraiment que ça soit une photo professionnelle. L'introduction, bien sûr, qui est optionnelle. L'introduction va faire office de lettre de motivation. C'est 2-3 lignes, c'est pas vraiment une lettre. Ensuite vient l'expérience professionnelle, exactement comme sur un CV. Education, donc la partie études. Il y a une partie qui est réservée aussi aux langues. Et ce qui est bien sur LinkedIn, c'est que sur la partie compétences, vous pouvez vous faire sponsoriser par des gens. Donc comme vous voyez en bas, à droite, donc c'est plusieurs personnes, plusieurs de vos contacts qui vont vous sponsoriser. C'est pour ça qu'il faut se faire vraiment un maximum de contacts sur LinkedIn. Donc c'est vraiment une source d'information pour nous, c'est une mine d'or pour les recruteurs, mais c'est aussi une mine d'or pour les candidats parce qu'il y a plusieurs personnes, des experts en RH qui sont sur LinkedIn, qui vont vous donner des conseils, par exemple, par rapport au CV, par rapport aux entretiens. Il faut toujours rester pro sur LinkedIn, il faut vraiment garder une photo professionnelle et éviter de publier des articles qui ne sont pas professionnels. Vous n'êtes pas sur Facebook, encore une fois, parce qu'on voit beaucoup de candidats qui font cette erreur-là. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir choisi Dell aujourd'hui. Vous pouvez toujours postuler sur www.dell.ma/careers, comme vous le voyez sur votre écran en ce moment. Donc là, je vais prendre quelques-unes de vos questions et ensuite, je vous laisserai avec une vidéo pour vous parler ou pour vous donner une idée sur l'environnement de travail de Dell. Merci d'avoir j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Donc j'ai reçu une question de Madame El Magdi Sana.
D'accord. Alors, y a-t-il une adresse exacte pour postuler et s'assurer que le CV sera traité après? Donc, à la fin de la présentation, j'ai donné une adresse www.del.com/careers. Donc, vous pouvez aussi. C'est bon, c'est bon. Donc, www.del.ma/careers. Je vais prendre une autre question. Alors, une question de Madame Kenza Besri. Quel est le processus de recrutement au sein de Del Casablanca? Quels sont les critères de sélection pour retenir une candidature? Alors, en fait, c'est une question qui est très, générale parce que, en fait, quand vous dites le processus de recrutement, je vais vous expliquer comment ça marche. Après, pour les critères de sélection, ça dépend des postes. Alors, c'est très simple. Pour le processus de recrutement, nous commençons d'abord par, bien sûr, recevoir les CV. On reçoit des CV sur l'adresse del.ma/careers. On peut recevoir aussi des CV sur notre boîte mail et bien sûr on fait aussi du sourcing, donc on va aller chercher des CV sur Recruit par exemple ou on va peut-être aussi faire des recherches sur LinkedIn. Donc une fois qu'on a ces CV là, il y a deux manières de le faire parce que on peut le faire en mode chasseur de tête, c'est-à-dire on va aller chercher des profils ou alors on va ouvrir ce qu'on appelle une réquisition, on ouvre une ouverture de poste sur le site de Del qui est accessible à tout le monde et là on va aller piocher dans les CV des gens qui ont postulé. Donc sur les CV là bien sûr on va les ouvrir, on va voir si ces gens matchent avec le poste, est-ce qu'ils ont les critères requis pour le poste, ça dépend des postes encore une fois. Donc nombre d'années d'expérience, diplôme, expérience dans le domaine recherché. Donc ça c'est juste pour voir si la personne est éligible ou pas pour passer un premier entretien. D'accord? Donc le premier entretien il se fait au téléphone, donc c'est un premier contact. On va appeler la personne, on va lui faire passer un entretien téléphonique d'abord pour avoir une idée sur son niveau de langue par exemple. Généralement on va tester l'anglais qui est une langue très importante aussi. Après si on a aussi d'autres langues qui sont importantes, mais généralement c'est l'anglais et le français. Donc, après ça, si la personne passe un bon entretien téléphonique, on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante qui est l'entretien physique avec le manager qui recrute sous son équipe. Donc, c'est la première partie. Par contre, il y a aussi des exemples où le premier entretien ne va pas être directement physique parce qu'il y a des tests à passer d'abord. Pour des postes commerciaux techniques, il va falloir passer des tests psychométriques. Donc, c'est un lien qu'on vous envoie sur votre boîte mail. Une fois que vous avez passé un entretien téléphonique, si vous l'avez bien passé, vous allez cliquer dessus et là, vous allez avoir un test que vous devez remplir. Et là, on reçoit le résultat directement sur notre boîte mail. Donc, il y a aussi des tests qui sont des tests psychométriques adaptés aux commerciaux. Il y a aussi un test psychométrique aussi pour les techniciens. Et voilà, donc tout type de tests pour les différents départements. Ensuite, rapidement, on va inviter la personne pour passer un entretien. Une fois que l'entretien est fini, c'est le manager qui va me dire s'il a choisi la personne ou pas. Et bien sûr, on est là aussi pour conseiller. Pour les postes, rapidement, je vais répondre. J'ai plus beaucoup de temps, donc je vais répondre à la deuxième partie de la question. Quels sont les critères de sélection pour retenir un candidat? Encore une fois, ça dépend des postes. Si on a besoin d'un commercial, on va aller chercher quelqu'un qui a la fibre commerciale, qui a un diplôme de commerce, mais pas forcément qui est peut-être la fibre commerciale ou qui a une expérience dans ce domaine-là. Si c'est un financier, dans ce cas-là, généralement, c'est un diplôme en financement recherche. Si c'est un ingénieur, donc un diplôme d'ingénieur, ça c'est évident. Voilà. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps pour répondre à toutes les questions, malheureusement. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir choisi Del, de vous être inscrits si nombreux aujourd'hui. Je vous souhaite beaucoup de chance pour la suite et peut-être à bientôt chez Del.